Mesdames et messieurs, chers invités, invités de l'Institut Schiller, laissez-moi vous souhaiter la bienvenue à cette conférence. C'est un vrai événement. Cette conférence internationale a été mise en place dans un temps très court, évidemment. Donc la préparation a été un petit peu hâtée, puisqu'on a décidé de faire cette grande conférence il n'y a simplement que quelques semaines. Mais la question, c'est que la situation internationale au Moyen-Orient, le danger possible qui vient de cette région du monde et pour l'ensemble du monde a rendu nécessaire d'avoir ce type de conférence d'urgence. Comme vous le savez tous, la situation en Asie du Sud-Ouest ou dans le Grand Moyen-Orient aujourd'hui, c'est une poudrière complète. Et on peut comparer cela à ce qui s'était passé dans les Balkans avant la Première Guerre mondiale. Et vous pouvez facilement voir qu'un petit accident supplémentaire peut faire tout exploser et nous entraîner dans une troisième guerre mondiale, malheureusement. Et malheureusement, il y a de grandes chances que ce soit une guerre thermonucléaire cette fois-ci. Et si cela arrivait, d'après nos estimations, cela amènerait à l'extinction de l'espèce humaine d'après nos analyses. Simplement, un petit pourcentage de gens pourraient survivre si l'arme nucléaire était utilisée. On aurait un hiver nucléaire. Et après 1h30 de guerre nucléaire, beaucoup de choses s'éteindraient au fur et à mesure des semaines et l'espèce humaine, ou très peu de gens, pourraient espérer survivre dans ces conditions. Ça, c'est un des dangers existentiels. Mais l'autre danger existentiel, c'est l'économie du monde transatlantique qui est au bord de l'explosion et au bord de l'hyperinflation. Ça peut exploser à chaque instant. Regardez la situation de désintégration en Espagne, en Grèce. Vous avez un avant-goût de ce qui pourrait se passer partout en termes d'explosion sociale, de destruction dans toute l'Europe. Et tous les gens qui pensent, malheureusement, il n'y en a pas beaucoup aujourd'hui, il est évident que si cette politique et cette tendance continuent, l'humanité va se cracher à pleine vitesse dans un mur de briques. La politique présente nous amène dans une crise existentielle pour l'ensemble de la civilisation, inconnue dans l'histoire de l'humanité. Et si nous continuons dans ce sens-là, l'humanité ne fera pas la preuve, justement, qu'elle n'est pas plus intelligente qu'un dinosaure. Donc le but de cette conférence d'urgence est de proposer un changement complet de paradigme. Tu mets fin à la géopolitique de la confrontation pour régler les conflits, mais plutôt où le système oligarchique et financier de maximiser les profits pour les banksters qui aujourd'hui menacent la vie des milliards de gens sur la planète, de remplacer ce paradigme-là par un nouveau, où le but, l'existence même de ce projet sera des projets communs de l'humanité pour éviter l'extinction de la civilisation. Son changement de culture doit être aussi fondamental et toucher aux axiomes réels qui ont sous-tendu les politiques présentes. Et ça va être un changement, justement, vraiment axiomatique, comme celui qu'on a connu en passant du Moyen-Âge à la civilisation moderne, avec, justement, la musique, l'art classique et la science. Et le Moyen-Âge, c'était la scolastique, c'était les superstitions, et tout ça a été remplacé, justement, par la science moderne et une culture moderne. Donc, si vous regardez la situation au Moyen-Orient, le cessez-le-feu entre Israël et le Hamas, qui a été mis en place, justement, le président Morsi d'Égypte et Hillary Clinton et Ban Ki-moon des Nations Unies,
Ça a eu lieu. Et heureusement, au moins pour le temps à venir, ça a calmé le jeu. Mais ça ne change pas fondamentalement la situation entre Israël et l'Iran, qui est toujours dans une dynamique de confrontation. Et si ça ne change pas, malheureusement, la politique de changement de régime contre le gouvernement Assad en Syrie continuera également. Le 20 novembre, il y avait un article dans Haaretz, journal israélien, qui a été écrit par Massala, qui disait correctement, de mon point de vue, que l'attaque par Israël sur le Hamas était justement faisait partie d'un plan plus grand, qui était justement de neutraliser des gens avant une attaque justement contre l'Iran. Donc dans la bande de Gaza et dans le sud du Liban, de contrôler ces régions-là pour pouvoir attaquer librement l'Iran. Des parties du monde qui s'activeraient contre Israël si jamais elle attaquait l'Iran. Donc il fallait les neutraliser. Et donc cette attaque contre l'Iran est toujours planifiée et peut se produire à n'importe quel moment, si la situation reste telle qu'elle est. Parce qu'on ne doit pas oublier qu'à l'Assemblée générale des Nations unies, le Premier ministre Netanyahou a présenté, c'est vraiment cette image ridicule qu'il a présentée avec la ligne rouge dans une bombe caricaturée, en caricature, et qui disait, voilà, il y a cette ligne rouge, et si on la dépasse dans les 6 mois, eh ben, on attaquera l'Iran. Et déjà 2 mois sur les 6 mois à l'époque sont déjà passés. Et Netanyahou a fait un speech à la Knesset, au Parlement israélien. Justement, il a dit tôt ou tard, la position de l'Iran, etc. Et c'est justement ces positions qu'elle contrôle dans la bande de Gaza doivent être éliminées. Donc on va avoir la chance d'entendre son Excellence, l'ambassadeur iranien en Allemagne. Et d'après nos connaissances, aujourd'hui, qui est d'après une agence internationale de renseignement aux États-Unis, la NIE, et également les renseignements allemands ont dit qu'il n'y a pas d'évidence en fait aujourd'hui que l'Iran est en train de faire un programme pour avoir l'arme nucléaire. Et ça a été arrêté en 2003. Et l'Iran poursuit une politique très active d'avoir des capacités nucléaires. Et si ces attaques ont lieu, on voit bien que ça n'éliminera pas du tout le programme nucléaire iranien. Au contraire, c'est qu'on va les encourager à développer une bombe nucléaire. C'est ça qu'on dit aujourd'hui dans les milieux du renseignement. Alors que pour l'instant, on n'a pas une volonté d'avoir l'arme nucléaire à tout prix. Donc, quelle était l'intention justement derrière l'assassinat d'Ahmed Jabari, qui était le président du Hamas, enfin un des membres du Hamas, de mener à une escalade dans le conflit, d'enrager la situation, d'enrager les gens et de créer un contexte d'escalade vers le conflit. Mais grâce au cessez-le-feu, ça s'est un petit peu calmé. Mais le feu est là, en train de brûler. Et la Turquie, si on prend ce que fait la Turquie, qui est un membre de l'OTAN, qui demande officiellement le déploiement de missiles patriotes et de soldats de l'armée allemande, la Bundeswehr, pour être et s'installer à la frontière syrio-turque, entre la Turquie et la Syrie. Et l'Allemagne est en train de capituler à cause de cette politique-là, à cause de la pression très grande mise contre l'Allemagne, parce qu'elle n'a pas participé justement dans la guerre d'Irak et non plus à la guerre de Libye. Maintenant, ils doivent être impliqués. Si on fait une nouvelle campagne de l'OTAN, il faut être loyal, il faut participer à ces guerres, donc il y a une grosse pression sur l'Allemagne. Alors qu'il n'y avait pas de danger qui venait de la Syrie, par exemple, qui légitime justement la mise en place de ces missiles patriotes à la frontière. Toute cette artillerie.
Donc on sait qu'il y a eu des missiles qui ont été arrivés en Turquie, mais on ne sait pas vraiment qui les a lancés. Est-ce que c'est les rebelles? Est-ce que c'est l'armée? Est-ce que ça a été volontaire ou pas? Donc tout ça est de la propagande. Le chef de l'OTAN, Rasmussen, a dit que le déploiement de ces missiles patriotes, c'est simplement à des fins de défense. Mais le Premier ministre Cameron, le Premier ministre anglais, qui a dit que tôt ou tard, le gouvernement anglais sera engagé dans une zone d'exclusion aérienne sur une partie du territoire syrien. Donc voilà ce qui est préparé. Ou Sir David Richards, des milieux militaires anglais, qui a dit c'est juste une question de temps. Et les forces anglaises vont intervenir en Syrie, évidemment, si la situation humanitaire s'aggrave. Mais une fois que ces missiles patriotes seront déployés sur place, ce qui compte, c'est pas ce qui va déclencher le processus, c'est la capacité à intervenir. Et une fois que la capacité est là, les missiles sont mis en place. Donc, dès qu'il y a un petit incident, ils seront utilisés tout de suite. Et ça représente la capacité justement à participer pour l'Allemagne dans cette zone d'exclusion aérienne qu'on veut imposer sur une partie du territoire syrien. Et c'est inacceptable pour la Russie, c'est inacceptable pour la Chine. Et c'est pour ça que le gouvernement russe, immédiatement, après cette annonce de déploiement des missiles patriotes, a dit « Attention, c'est une déstabilisation très sérieuse, déjà dans une situation très gravement déstabilisée. » Donc si cela se produit, on est sur le chemin d'une troisième guerre mondiale thermonucléaire. Et je ne sais pas ce qui, justement, pousse l'Allemagne à suivre cette politique malsaine, parce que ça va nous amener à la destruction de l'Allemagne. L'Allemagne est dans cette alliance et donc devient une cible dans tout ce qui se passera par la suite. Donc je voudrais vraiment appeler chacun d'entre vous à nous aider pour faire que cette question soit fondamentale, mise sur la table. C'est très. La civilisation est au bord d'une troisième guerre mondiale. Il n'y a pas de débat là-dessus. Rappelez-vous la crise des missiles de Cuba. Il y avait des discussions très intenses. Qu'est-ce qui se passerait? Quelles seront les conséquences? Le président Kennedy avait mis en garde à l'époque. Les gens qui allaient mourir dans les premières minutes seraient plus chanceux que les gens qui allaient survivre et mourir au fur et à mesure. Il y avait des discussions là-dessus. Il y avait des milliers de gens dans la rue. Et là, la situation est bien pire. Et rien, pas les médias, ni les politiciens, ils n'ont rien à dire. La population, en général, ne sait pas qu'on est au bord d'une extinction de notre civilisation. Non, la question, c'est comment le monde en arrive là. Quand l'Union soviétique s'est désintégrée, entre 1989 et 1991, il y avait une chance historique de créer un ordre de paix et de préparer le XXIe siècle. Il n'y avait plus d'ennemis. On aurait pu réorganiser complètement le monde et de mettre en place une perspective de développement commun. Malheureusement, les néoconservateurs ont émergé aux États-Unis avec George Bush père et ils ont décidé, avec les Anglais, Margaret Thatcher en particulier à ce moment-là, de diriger le monde comme un empire anglo-américain sur leur relation spéciale, et de faire justement de la Russie un producteur de matières premières digne des pays du tiers-monde. C'était la thérapie de choc, la privatisation. Le potentiel industriel russe a été complètement détruit. Et au même moment, la politique de changement de régime a été mise en place contre n'importe quel pays qui ne se soumettrait pas à cette idée de cet empire anglo-américain. Ça a amené à la Seconde Guerre du Golfe. Le 2 août 1990, qui était soi-disant une attaque sur l'Irak, sur le Koweït, mais c'est faux. Et Gillespie, qui avait encouragé cette invasion à l'époque, et a contribué justement à cette invasion de l'Irak. Donc après, ça a été interrompu par 8 ans d'administration Clinton, et il y a eu également les accords d'Oslo à l'époque.
sous Clinton, mais derrière tout ça, les néoconservateurs ont continué leur politique. En 1996, il y a un document qui a été rédigé par un groupe dirigé par Richard Pearl, par Netanyahou, qui s'appelait Clean Break, donc la rupture, politique de rupture, pour rejeter les accords d'Oslo qui demandaient justement un processus, un protocole de paix dans la région du Moyen-Orient, et que Israël devrait travailler avec la Jordanie, avec la Turquie, pour empêcher justement la déstabilisation dans cette région, la Syrie, l'Iran, le Liban, etc. Et en février 1988, il y a eu Netanyahou qui a mis la pression sur Clinton pour une politique de changement de régime à Bagdad, en Irak, à cause des armes de destruction massive. Le président Clinton a refusé cette proposition, mais quand il était menacé de destitution à cause de Monica Lewinsky, l'affaire Lewinsky, il a malheureusement autorisé l'opération Renard du désert en 1998. Et en 1999, Tony Blair a fait son discours très célèbre où il a développé la doctrine Blair. Il a dit maintenant, il est justifié partout dans le monde d'avoir des interventions humanitaires où on veut. Et c'était la même année où la mondialisation a été mise à plein pot, la dérégulation plein pot, qui a mis fin, par exemple, à la loi Glass-Steagall aux États-Unis, une politique de libre-échange totalement dérégulée. Donc, la politique de santé officiellement d'euthanasie, de triage, tout ça a été annoncé dans le discours de Tony Blair en 1999. Dans ce discours de Blair, a fait l'éloge de la grande tradition de l'Empire britannique. Et c'est pour ça qu'il était conseiller politique du président Obama, par exemple, jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à cette année. Donc le 3 janvier 2001, M. Larouche, mon mari, a fait une conférence internationale dans laquelle il a dit que l'administration de Bush Junior, qui allait prendre le pouvoir dans quelques semaines, aurait tellement de problèmes auxquels ils devraient faire face par rapport au système financier qu'ils seront obligés ou tentés de créer un nouvel incendie du Reichstag. Et c'était prophétique, en fait, parce que exactement 8 mois plus tard, il y a eu les événements du 11 septembre 2001. Et dans la commission du 11 septembre, qui a fait une enquête justement sur les événements du 11 septembre par le Congrès et le Sénat, le leader de cette commission, qui est le sénateur Bob Graham, a dit clairement que les documents qui sont classifiés, il y a 28 pages qui sont toujours classifiées, qui n'ont jamais été publiées, et qu'Obama avait dit, voilà, je les rendrai, je les déclassifierai immédiatement dès que je serai élu. Et ça avait été demandé par les familles des victimes de l'attentat du World Trade Center. On devrait savoir la vérité là-dessus. Parce qu'il y a quoi dedans ces pages? C'est le rôle de l'Arabie Saoudite. Et nous avons publié, nous, des documents très précis sur le rôle de l'Empire britannique et de l'Empire saoudien, le contrat Al-Yamama, qui a trait justement au financement par l'Arabie Saoudite des terroristes qui ont réalisé le 11 septembre. Tout ça est documenté très précisément. Il y a des documents officiels du Congrès américain, à l'exception de ces 28 pages, toujours secrètes. Mais le sénateur Graham a donné une interview au Huffington Post cette année où il a dit explicitement, il a dit, on doit parler du rôle de l'Arabie Saoudite dans cette affaire. Donc il y a eu la troisième guerre du Golfe ensuite. En mars 2003, il y avait un mandat de l'ONU. Il n'y avait pas de mandat de l'ONU, c'était la coalition de la volonté
il y avait eu un mémorandum du MI5, les services secrets britanniques, qui disait que l'Irak avait des armes de destruction massive et qu'ils avaient la capacité de toucher n'importe quelle ville du monde en moins de 50 minutes. Plus Saddam Hussein avait des liens avec Al-Qaïda, il avait acheté de l'uranium au Niger, et Colin Powell, qui était alors secrétaire d'État, a utilisé ce mémorandum du MI5 pour justifier aux Nations Unies l'attaque sur l'Irak. Et en fait, tout ça était un mensonge. Voilà. Il a dit, ce discours était même lui il a dit, c'est la plus grande erreur de ma vie. Ensuite, à l'automne dernier, vous avez eu, soi-disant, l'intervention humanitaire en Libye. Et Obama était à fond sur cette question-là pour continuer cette politique de changement de régime. Et si ça avait continué tout de suite contre la Syrie, contre l'Iran, et surtout contre la Russie et la Chine, mais il y a eu une mobilisation internationale que M. Larouche a lancée, l'Institut Schiller l'a fait au niveau international, et avec le chef interarmé américain qui est intervenu, le général Martin Dempsey, qui est intervenu partout dans le monde pour éviter ça. Alors que Susan Rice, l'ambassadeur américaine aux Nations Unies, a dit toutes les options sont sur la table. Et lui, il a dit non, ils ont un gouvernement rationnel, ils veulent bien négocier, on peut discuter avec eux. Et la raison, elle en est simple. Parce que les militaires américains, ils savent ce que ça veut dire si on attaque ces pays-là. Si vous comparez les déclarations justement des milieux militaires américains qui sont très, très rationnels et vous les comparez avec les propos très belliqueux de l'administration américaine. Donc l'ancien ambassadeur Jesse Freeman a dénoncé totalement cette politique. Il avait fait une conférence. On peut peut-être lire un certain passage de cette conférence, parce que d'un point de vue purement américain, il montre bien l'échec complet de cette politique qui a été mise en place et que ce n'est pas dans les intérêts américains. Et la guerre d'Irak, voilà, n'a rien amené de positif. Ça a tué des 6 milliers de soldats américains. Il y a des milliers de blessés. Des Irakiens, c'est sans nombre. Ça a coûté 3 400 milliards de dollars. Et aujourd'hui, le gouvernement, il n'est pas pro-américain, c'est l'inverse, il est même pro-iranien et anti-américain. Donc il promeut la confrontation entre les chiites et les sunnites. Donc l'influence américaine dans la région n'est pas du tout stable. Et ça n'a pas démontré la puissance de la puissance américaine, mais ça a montré ses limites, justement, d'accomplir ses buts. Et si le but de cela était de démontrer la force américaine et la supériorité de la liberté américaine sur le reste du monde, malheureusement, le monde a vu Abu Ghraib, le rejet des conventions de Genève sur les questions de la torture, et ça a diminué moralement les États-Unis. Après 11 ans de guerre en Afghanistan, on a tué 2000 soldats américains, 16 000 blessés, et tout ce qui reste maintenant, c'est une honte, c'est une sortie de crise honteuse. Il n'y a rien de positif. Et les gens qu'on a formés sont en train de se retourner contre nous pour nous assassiner. C'était les printemps arabes sont un soulèvement des milieux salafistes. Donc il y a aujourd'hui des jugements sans procès. Al-Qaïda est loin d'être mort, au contraire, malgré la politique d'assassinat massif qui a été mise en place. Mais Al-Qaïda est renforcé au Pakistan, au Yémen, en Afrique du Nord et dans plein d'endroits, et en Asie également et en Europe. Donc l'influence américaine ne s'est pas du tout renforcée, mais elle a été amoindrie. Et ce qui reste derrière, ils n'ont plus de puissance militaire même.
Malheureusement, les États-Unis complètement mis en place cette doctrine Blair et ce droit à se protéger, soi-disant, et l'administration Obama, ils ont mis un système de prévention des atrocités, où on va déterminer une liste de pays où on peut intervenir de manière humanitaire, soi-disant parce que les droits de l'homme ne sont pas respectés. Donc, imaginez le système de défense antimissile, justement, construit en Europe par les Américains. Tout ça est regardé de très près par la Russie comme un encerclement, comme l'extension. L'ancien chef des armées, le général Makarov, a dit la Russie ne peut pas accepter ça parce que ça détruit complètement justement nos capacités d'intervenir militairement et donc ça détruit la stabilité et la balance des forces dans le monde. Donc, les États-Unis également développent toute une politique assez agressive dans le Pacifique. Bon, revenons à la Syrie. Dans le cas de la Libye, la Russie et la Chine étaient plutôt neutres. Mais une fois qu'ils ont vu que cette intervention humanitaire en Libye, c'était une guerre totale, c'était avec l'assassinat bestial de l'ancien président Mouammar Kadhafi, qui ne respecte pas justement la Convention de Genève, assassiner un président. Donc ils ont maintenant fait une politique de mettre le veto constamment pour arrêter cette politique contre la Syrie. C'est la doctrine Poutine qui s'oppose à ça, contre la doctrine de Blair. Blair dit la paix de Westphalie, la souveraineté nationale, c'est fini, on intervient partout, alors que la doctrine Poutine dit le contraire, dit à tous les gouvernements, quand il est redevenu président, il a dit voilà, la Russie, nous on soutient la Charte des Nations Unies, qui garantit la souveraineté nationale de chaque pays dans le monde. Et là, ça clash. Au moment même où nous parlons, là, c'est cette tension-là qui est dans le monde. Donc la situation avec l'Iran également a un potentiel très néfaste. Parce que Israël tout seul ne peut pas avoir cette mission d'attaquer l'Iran seul. Il faut la distance, c'est pas si près que ça. Il faut qu'il se ravitaille. Il y a des limitations physiques, évidemment. Donc le but, c'est d'engager les États-Unis derrière eux. Et si cela se produit, c'est la fin de la civilisation. Et tout ça est malheureusement alimenté par l'effondrement du système financier transatlantique, qui est le résultat final de la même politique impériale réalisée et engendrée par la dérégulation totale du système et du marché financier et l'abandon de la loi de séparation des banques de dépôt et des banques d'affaires, la loi Glass-Steagall. Au Portugal, en Espagne, en Italie, on n'en parle pas beaucoup, mais le taux de suicide dans tous ces pays-là a triplé, quadruplé, et les gens sont désespérés. Et ça, c'est simplement un avant-goût de ce qui pourrait arriver. Je suis en contact avec l'Institut Schiller, avec beaucoup d'économistes qui, en privé, vous disent ce que fait la politique d'austérité de l'Union européenne, les renflouements, c'est irresponsable parce que ça peut amener un effondrement soudain du système bancaire avec des conséquences sociales incalculables. Et ils vous le disent en privé. L'Union européenne, les Anglais, le gouvernement suisse ont fait des plans d'urgence s'il y a justement un effondrement de l'euro et un effondrement du système financier monétaire international. Donc, la question est la suivante. Si vous regardez à ces deux dangers mortels, le danger de guerre thermonucléaire et le danger d'effondrement financier, la question est la suivante. Quand nous sommes face à un danger mortel en tant qu'espèce humaine, avons-nous les capacités morales, intellectuelles, de changer le paradigme de notre époque ? Ou alors,
prouvons-nous que nous ne serons pas plus intelligents que les dinosaures. Donc, ce qu'on doit faire, c'est générer une nouvelle perspective au niveau international dans les discussions et proposer une solution au niveau nécessaire, à un niveau supérieur, au-delà, qui transcende tous les conflits religieux, sociaux, etc., etc. Et tout le monde pourra reconnaître qu'il est il y a plus de bénéfices justement à en tirer que de poursuivre cette politique où chacun pense à son propre intérêt. C'est l'opposé de la doctrine Blair. On doit rétablir le principe de base de la paix de Westphalie qui a simplement été mis en place après plus de 100 ans de guerre religieuse. Et la guerre de 30 ans au-dessus sur ça. Et ça avait détruit l'Europe. Voilà, et qu'on savait à l'époque, si on continuait cette guerre, il n'y aurait plus personne. Il n'y aurait plus personne pour la suite. Et c'est dans ces conditions-là, en fait, que les gens ont mis en place le traité de Westphalie, se sont assis autour d'une table à 4 ans et ont développé ces accords. Et c'est devenu la base de la loi internationale et de la Charte des Nations Unies par la suite. Quel était le principe de ce paix de Westphalie? Pour la paix, tous les crimes commis par un ou tel autre pays ou participant doivent être oubliés. Si on n'applique pas ça, il n'y aura jamais de paix. Ça, c'est le premier principe. Au nom de la paix et pour la paix, toute la politique doit être une politique orientée vers l'avantage de l'autre. OK. Et c'est la base même où la paix peut émerger, fonctionner. Et pas dans le document, ce n'était pas dit tel quel, mais dans les discussions, c'était l'importance de l'État-nation souverain et le rôle de cet État dans la reconstruction du monde qui avait été détruit complètement par ces dizaines d'années de guerre. Et c'est ça, en fait, qui a amené à l'époque à un développement de l'économie physique, le caméralisme. Donc le développement des plans de développement économique pour l'ensemble de l'Asie du Sud-Ouest, le Proche et Moyen-Orient, et je voulais simplement mentionner, on a quelques slides sur ça, sur le Caucase, l'Asie centrale, l'Afghanistan, l'Iran, les États du Golfe, le pont terrestre. Je demande, s'il vous plaît, le pont terrestre asiatique. Donc la péninsule arabique, c'est presque ça. Israël, Palestine, l'autorité, la souveraineté nationale, la Jordanie, la Syrie, la Turquie, l'Irak. Comme un ensemble, en fait, comme un ensemble développé, intégré. Plutôt que le cockpit pour une destruction thermonucléaire de la planète. Donc ça peut devenir les régions les plus développées du monde si on s'y prend, au lieu du désert. Donc, si vous voyez dans ces régions-là des zones très grandes de désert, vous voyez, depuis la côte atlantique et l'Afrique du Nord, et s'étend à travers toute la péninsule arabique jusqu'à l'est de la Chine, l'ouest de la Chine. C'est 30 millions de kilomètres carrés. 13 millions de kilomètres carrés. Donc les villes comme la Syrie, des villes comme Bagdad ou autres, vous pouvez avoir des régions en fait qui sont dévastées où le niveau de vie moyen des gens est vraiment très faible. C'est $800, mais pas par mois, hein, c'est par an. Donc c'est très très difficile d'avoir la paix dans ces conditions-là parce que la pauvreté est partout. Donc les terroristes peuvent recruter facilement à cause de cette pauvreté, en fait. Donc on doit avoir une vision, une autre vision de cette région-là. À la fin du dernier âge glaciaire,
tout ça était couvert par de la végétation. Si vous prenez les 20 000 dernières années, avec des animations, par exemple, depuis l'âge glaciaire jusqu'à aujourd'hui, vous pouvez voir comment le désert s'est développé. Dans ces régions-là, il s'est étendu. Et il se développe d'ailleurs toujours, il s'étend. Les Nations Unies avaient mis en garde il y a quelques années, il y a 5 ans, en disant que si le désert continuait à s'étendre, ça pourrait déplacer plusieurs millions, 50 millions de personnes peut-être. Mais il y avait aussi une autre période dans l'histoire où cette région du monde était le point le plus important, l'époque de la route de la soie. C'était vraiment là par où passaient tous les échanges au niveau international, le commerce qui se développait, l'architecture, l'art, la science. Puis-je avoir une image de Bagdad, donc ici. Durant la dynastie des Abbassides, c'était la ville la plus développée dans le monde. Il y avait plus de gens lettrés, de livres, des bibliothèques du monde à l'époque. Ça, c'est quand Haroun al-Rachid avait des relations avec Charlemagne. Et dans cette période, justement, ils avaient fait collecter quelque part toutes les connaissances d'Égypte, de la région méditerranéenne, de Grèce, d'Espagne, d'Italie. Et il y avait des émissaires qui amenaient la connaissance, justement, comme Al-Mansour, Al-Rachid, justement, transmettaient ces connaissances partout dans le monde. Et tout ça a été détruit. Et malheureusement, après la chute de l'Empire romain, toutes les connaissances grecques et tout ça ont un peu disparu. Tout ce qui avait été vraiment fait avancer la civilisation. Et c'est grâce à cette connexion-là avec Charlemagne, Al-Rachid, que l'Europe a pu redécouvrir finalement ses racines réelles. Ici, vous avez le premier hôpital, photo suivante. Une montre à eau, une horloge hydraulique de Al-Rachid. Ça, c'est Al-Rachid en train de jouer au polo. C'est très drôle. Ils avaient le loisir, justement, de faire ça aussi à l'époque. Ça, c'est la maison de la sagesse à Bagdad. Ça, c'est des élèves dans une école. Là, c'est Ibn Sina, qui n'est pas d'Irak. Je pense qu'il venait de ce qu'on appelle aujourd'hui l'Iran. Il y avait beaucoup de penseurs, Al-Farabi, Al-Kindi, Ibn Sina, qui étaient vraiment dans la tradition de Platon. Et on ramenait tous les travaux de Platon, par exemple, et Al-Rachid était un maître en médecine, et il était très, très, très avancé dans ses études, justement, anatomiques. Ça, c'est ses travaux, justement, traduits en latin. Et ensuite, et ici, vous voyez l'influence, comment elle se répandait à travers l'Europe, vers l'Europe. Et il était très célèbre par rapport à ses études médicales. Il a fallu attendre le XVIIe siècle en Europe pour que ces connaissances soient réellement reprises et développées. Bon, c'est bon. Donc, il n'y a aucune raison que cet âge d'or, justement du monde arabe, perse, ne peut pas être ravivé. Le meilleur de la culture européenne est déconnecté, malheureusement, de ce qu'elle a eu de meilleur. L'Italie n'est plus au niveau où elle était à l'époque de sa Renaissance. L'Allemagne n'est plus au niveau de sa période de développement classique. Mais il n'y a aucune raison, et pas simplement que l'Europe, mais que le monde arabe, perse,
islamique ne peut pas revitaliser, justement, à un niveau moderne, justement, revivre et revenir à ses racines pour faire un nouvel âge d'or. Donc, il y a un manque très important d'infrastructures dans la région. Il n'y a pas d'agriculture ou très peu, il n'y a pas d'eau. Vous pouvez voler pendant 5, 6, 7 heures sur cette zone-là, au-dessus de l'Afrique du Nord, cette région-là, le Grand Moyen-Orient. Et vous pouvez regarder depuis l'avion, vous voyez pas un seul point vert. Où sont les oasis? Mais il n'y en a pas. Donc il faut gérer cette région, que cette région fasse partie du pont terrestre mondial, qui avait germé justement par une proposition qui avait été faite par M. Larouche et moi-même, en réaction à l'effondrement de l'Union soviétique. Et c'était notre première proposition que nous avions proposée en 1991, qui était l'idée de connecter les populations, l'industrie, les centres industriels européens avec ceux d'Asie, avec ce qu'on appelle des corridors de développement. Et on avait étudié à l'époque les lignes existantes, hein, la route transsibérienne, la route de la soie, l'ancienne route de la soie, puisque ce sont les chemins optimales, et de faire une coopération intensive, justement au niveau eurasiatique, pour faire ces développements. C'était notre idée d'un ordre pacifique pour le XXIe siècle. Et au début, on a eu des centaines de conférences, de séminaires. Tout le monde disait « ça, c'est une super idée, ce serait utopique, mais qui va financer ça ?» Et c'est devenu aujourd'hui ce qu'on appelle le pont terrestre mondial, qui est Est-ce que vous pouvez lancer la vidéo? C'est en processus de réalisation, alors que c'était une idée simplement, une idée à la base. Et maintenant, il y a plusieurs choses qui sont déjà réalisées par le gouvernement de la Chine, la Russie, la Corée du Sud et d'autres. De prendre toute la région du Moyen-Orient et de prendre toute la région du Moyen-Orient, d'étendre tout le projet de pont terrestre mondial vers le Moyen-Orient. Et M. Hussein Askari va en parler après. Et tout ça peut marcher si simplement on arrive à convaincre la Russie, la Chine et leur gouvernement, l'Inde, l'Iran, j'espère quelques nations européennes et j'espère les États-Unis, d'abandonner leur politique d'empire anglo-américain et retourner à la politique de John Quincy Adams, par exemple, justement d'alliance d'États-nations souverains. Alors, ça peut être réalisé. La première des priorités, c'est la guerre contre le désert. C'est la première des choses à faire. Il n'y a pas d'eau. On doit se concentrer sur 3 problèmes clés. Un, c'est de gérer les flux d'eau. Il y a certains projets, il y a des projets en Turquie, de faire des pipelines, mais ça n'a jamais été réalisé par le gouvernement turc. C'est le plan Oasis qui avait été également proposé par M. Larouche depuis 1974 et se concentrer également sur le dessalement de l'eau de mer par l'énergie nucléaire et également les grandes réservoirs d'eau souterraine. C'est ce qu'on avait proposé avec l'Alliance nord-américaine pour le développement de l'eau et de l'énergie, le NAWAPA, qui est un grand projet d'infrastructure pour les États-Unis, qui est un des plus grands projets d'ailleurs que l'humanité aurait pu réaliser, qui pourrait réaliser, de prendre les eaux de l'Arctique et à travers un système de pompes, de les faire traverser les montagnes américaines
justement jusqu'au Mexique. Donc ça, c'est 6 millions d'emplois qu'on pourrait créer aux États-Unis. Il y a toute une bataille justement pour ça, aux États-Unis sur ce projet. Donc l'idée, c'est d'avoir l'intervention humaine pour améliorer la biosphère en justement orienter les flux d'eau existants et les aider à aller au bon endroit. Donc avec l'aide de la photosynthèse, la végétation, l'évotranspiration qui serait développée, donc ça développera des nouveaux climats dans ces régions-là. Donc ça changera l'environnement de la biosphère et du climat dans ces régions. Et je voudrais simplement identifier quelques projets clés qui seront développés, élaborés plus tard par M. Hussein Askari. Premièrement, le bassin de la mer d'Aral qu'il faut développer parce que voilà, il n'y a plus que 10% de sa taille maintenant aujourd'hui, comme vous pouvez le voir sur l'image. Donc c'est un problème fondamental pour tous les pays de l'Asie centrale. C'était justement à cause de la monoculture imposée dans l'ère soviétique qui justement ont pompé tout l'eau, malheureusement, et donc ça a créé des climats justement désertiques dans cette région-là. Deuxièmement, des projets de diversion de l'eau. Justement, on voit là pour les rivières en Bulgarie, par exemple, avec des pompes, tout un système de pompes, etc. Dans la mer Caspienne, un système de canaux dans toute la région du Caucase. Donc ça, c'était un projet qui avait été déjà discuté à l'époque. Et c'est que 4 milliards de dollars comme projet, ce qui est pas beaucoup du tout. Et ce projet a été tué pendant l'ère Gorbatchev. Un autre projet également sur plusieurs centaines de kilomètres de faire un canal dans cette région avec 6 pompes justement pour réalimenter la mer d'Aral via ce canal. Donc c'est 27 000 mètres cubes, je crois, d'eau qui serait pompée justement simplement pour réirriguer la mer d'Aral via ces canaux. Et après, on pourra les améliorer pour faire transporter plus d'eau dans cette région. Et après, on peut également utiliser ces canaux pour du transport de marchandises, par exemple. Et faire tout un système de canaux qui sera développé entre eux et fera le lien entre la Russie, le Caucase, l'Afghanistan et cette région-là. Et ensuite vers l'Atlantique, vers la mer Méditerranée, vers l'océan Indien, via le canal suisse également, et vers l'Atlantique par la Méditerranée. Donc pour le transport, pour la diversification des méthodes agricoles et améliorer l'agriculture au niveau global. Donc si tout ça, on redéveloppe la mer d'Aral, on pourra à nouveau avoir une population de pêcheurs, par exemple, qui a disparu, comme c'est le cas là où les lacs disparaissent. Un autre projet ensuite, qui est un système de pipeline de 4 à 5 mètres de diamètre, qui va prendre l'eau, justement, dans la zone de la mer Caspienne vers l'Iran, et l'eau pourrait être amenée vers l'Iran, donc dans une ville qui s'appelle Mashhad, si je ne me trompe pas, via un pipeline.
donc qui serait connecté justement avec un système de transport ferroviaire également. Donc le gouvernement iranien a déjà lancé ce type de projet pour justement limiter l'avancée du désert dans cette région-là. Il y a déjà des projets en cours. Donc ils veulent mettre en place justement des systèmes de changement et de contrôle et de gestion de l'eau pour contrôler le désert justement dans cette région de leur pays. Par exemple, donc le projet GAP, projet apparemment en Turquie, c'est un peu ce qu'avait fait Roosevelt avec la Tennessee Valley Authority. C'est un projet qui a été commencé il y a 22 ans. Ce serait un projet où il y aurait 22 barrages hydroélectriques pour l'eau et la gestion de l'eau et le contrôle de l'eau. Ce serait dans le sud-est de la Turquie. Ça prendrait 10% en fait du territoire et pourrait fournir de l'eau à toute la région. 1,7 hectares pour l'agriculture. C'est développer des zones agricoles très importantes. Et ensuite, ça bénéficierait à tous les régions, tous les pays dans la région. Alors qu'aujourd'hui, c'est un des points chauds de la crise stratégique internationale. Mais ces perspectives de développement sont les seules qui peuvent ramener la paix dans cette région. Donc, c'est des projets très, très impressionnants. C'est le barrage Atatürk qui serait la pièce centrale de ce projet, qui serait le plus large du monde et qui amènerait l'eau dans toute la région. Dans les plaines, et faire une vraie région agricole et l'industrie. En 1993, il y avait un processus de paix entre Israël et la Palestine où l'idée était déjà mise sur la table avec ce projet de pipeline. Mais ça ne s'est pas matérialisé. C'était prendre de l'eau en Turquie vers Israël, la Palestine, la Jordanie, le désert arabe de la région du Golfe, et ensuite un projet vers l'ouest, justement, aujourd'hui, parce que sinon l'eau va directement dans la Méditerranée et ne sert à personne. Donc on pourrait l'utiliser avant qu'elle se jette dans la mer, de l'utiliser pour les populations. Donc la Syrie, la Jordanie, la Palestine, toute cette région-là, vers l'Arabie Saoudite également. Donc pour faire un canal de 2700 kilomètres, justement, vers le Koweït, l'Irak, les régions du Golfe, ou 3900 kilomètres de long vers ces régions-là. Donc on pourrait par jour transporter des millions de mètres cubes d'eau pour cette région. Et quand M. Larouche avait été à Bagdad à l'époque, où il a eu l'opportunité justement de parler à beaucoup de leaders, responsables du monde arabe, où il avait mis justement de l'avant l'ensemble de ses projets d'irrigation, et il était revenu avec l'idée du plan Oasis. C'était vraiment crucial à l'époque comme idée. C'était d'utiliser des centrales nucléaires pour dessaler de l'eau de mer à grande échelle, de l'eau de l'océan. Et aujourd'hui, l'Agence internationale de l'énergie atomique, l'Iran, le Conseil de coopération des pays du Golfe et la France ont fait pas mal d'études du coût, justement, et de l'efficacité d'avoir le dessalement de l'eau mer, justement, par énergie nucléaire, plutôt que par des centrales à gaz, par exemple. Et l'Iran, aujourd'hui, est le seul pays qui a une centrale nucléaire à Bushehr depuis 2001, qui a été mis en place avec la Russie, coopération russo-iranienne. Donc c'était l'idée justement d'avoir également, depuis les années 70, de dessaler de l'eau, mais ce n'est pas encore réalisé. Et l'Iran prévoit de mettre en place plusieurs réacteurs nucléaires justement pour dessaler de l'eau de mer prochainement.
Il y a des accords aujourd'hui entre les Émirats arabes unis et une coopération de Corée du Sud, je crois. Il y avait un contrat qui a été signé avec la Corée du Sud, justement, avec justement l'industrie de KEPCO, justement l'industrie de Corée du Sud, pour construire des centrales nucléaires de plusieurs milliers de mégawatts d'énergie, être prêt pour 2020 dans cette région. Ça devait commencer en juillet 2012 et le gouvernement saoudien avait fait des plans de construire 16 centrales nucléaires d'ici 2030. 16 centrales nucléaires jusqu'à 2030. Avec la Corée du Sud, c'est-à-dire former des gens, former des ingénieurs, justement, du monde arabe en Corée du Sud. Et tout ça, mettre en place des systèmes d'éducation. Malheureusement, je ne sais pas si ça continue vraiment, mais la situation, c'était ça le projet. Mais il y a vraiment justement un travail de coopération pour développer une expertise dans cette région sur ce type de projet. Et le plan Oasis de M. Larouche était de 1975, imaginez. Si on avait mis en place à l'époque, on n'aurait pas eu toute cette misère qu'on a depuis ce temps-là. Et beaucoup de gens dans cette région-là étaient d'accord avec M. Larouche pour aller dans cette direction à l'époque. Des gens, Shimon Peres à l'époque, et Yitzhak Rabin, en 1994, je crois, avait lancé l'idée d'un plan Marshall pour la région. Et on a failli vraiment que ces plans soient réalisés. Il n'a pas fallu grand-chose, mais il y avait un gros problème. Et comme M. Larouche l'avait souligné et insisté là-dessus, ces projets de paix par le développement ne peuvent avoir de succès que si immédiatement la population, les gens qui sont les plus appauvris, comme en Palestine, vont immédiatement justement voir le monde qui change. Ils vont avoir une perspective d'un futur meilleur. Tout ça va les empêcher de vouloir la guerre. Mais ça a été saboté par la communauté internationale et en particulier la Banque mondiale. En 1993, la Banque mondiale a fait une conférence et a refusé de financer ces projets d'infrastructure que certains demandaient dans l'eau et l'énergie. Shimon Peres et Yitzhak Rabin, à l'époque, parlaient d'un projet de 50 milliards pour ces projets. C'est rien, 50 milliards, quand vous imaginez aux 25 000 milliards qui ont été utilisés pour enflouer les banques américaines. Donc, vous voyez bien la proportion de la chose. Dans ce qu'on doit faire, on doit avoir le développement du pont terrestre eurasiatique dans cette région. Et ça doit aller de pair avec d'autres projets d'infrastructure cruciaux comme reverdir le désert par un système d'irrigation, construire des lignes de transport. Le Conseil pour la coopération dans le Golfe sont déjà en train de mettre en place un système de transport ferroviaire qui doit être finalement fini en 2017 pour connecter l'Arabie saoudite à l'Égypte via le golfe d'Aqaba. Et c'était interrompu malheureusement à cause de la crise, mais ça reprend. Donc l'objectif de ce projet est de construire des connexions ferroviaires pour le transport, justement, pour le pèlerinage, par exemple, de l'Afrique du Nord, par terre, par la mer et par les airs. Et on peut avoir aussi le détroit, justement, El Mandeb, comme vous pouvez voir, entre Djibouti et le Yémen, ici, comme vous pouvez voir sur l'image. Mais ça n'a pas été réalisé puisque la bulle de Dubaï a explosé à l'époque, la bulle immobilière, pour connecter cette région de l'Afrique avec l'Arabie saoudite, enfin avec cette région golfe arabique. Pour justement
ce projet justement qui avait toujours existé de connecter justement les villes sacrées justement ensemble vers la Syrie, la Jordanie. Donc toute cette province, justement, doivent être modernisées. Il existe déjà quelques chemins de fer entre ces régions-là, mais ça doit être connecté vers, par exemple, le chemin de fer irakien, l'Iran, de faire une vraie connexion entre ces pays-là, modernes, depuis un port qui s'appelle Bandar Abbas, apparemment, via le Turkménistan, qui est un projet qui avait commencé dans les années 80, qui est un peu l'ancienne route de la soie modernisée, en fait. Et ça, c'était vraiment une percée à l'époque, en 1996, quand il y avait eu à Beijing une grande conférence, justement, où il y avait 34 pays qui avaient discuté tous ces projets-là, pour cette région-là, justement autour du pont terrestre asiatique. Et Beijing avait développé cette pensée stratégique à long terme de développement infrastructurel pour la Chine, mais ça a été interrompu malheureusement à cause de la crise asiatique en 2007-2008, comme vous le savez. Mais maintenant, c'est revenu totalement sur la table. Entre la Russie, entre l'Iran, il y a des projets de développement communs qui sont en cours de réalisation. Donc, il y a plein de progrès qui sont en cours. Il y a des choses qui se passent ici ou là dans différents pays. Il y a des études de faisabilité sur tous ces projets-là. Alors, comment régler et permettre ces projets? On a des pays très riches qui n'ont pas du tout de force de travail. Certains pays sont très très pauvres. Certains ont des forces éduquées, mais ils n'ont pas de ressources. Donc comment, en fait, pour développer la région dans son ensemble? Donc on doit commencer déjà par une conception unifiée, une vision de l'ensemble de cette région, de à quoi elle doit ressembler d'ici 25, 50 ans. Ensuite, décider parmi les gouvernements impliqués de poursuivre ce développement consciemment comme une politique pour éviter le conflit. Il y a le ministère du Transport, par exemple, doit travailler sur les détails de ces projets, et on en reparlera. Et ça doit être annoncé aux gens de cette région-là, comme c'est l'intention c'est notre projet. Il doit y avoir une déclaration d'intention, comme la conférence de Téhéran, où Roosevelt avait proposé en 1943, avec le général Patrick Early, en perspective de développement pour l'Iran. La souveraineté, l'indépendance, l'intégrité territoriale, tout ça avait été proposé. Roosevelt avait dit ça publiquement, avait proposé des plans de développement économique à l'Iran. Je cite maintenant une citation je l'ai changé un peu pour que ça ne concerne pas simplement l'Iran, mais que ça concerne toute la région. J'ai simplement changé 3 mots. La mise en place dans tous les pays du Grand et Moyen Proche-Orient, justement, de la conception américaine de la liberté d'entreprendre et du gouvernement souverain, sera l'assurance du développement des ressources de tous les pays de la région et la capacité à construire des écoles, des hôpitaux, des systèmes d'hygiène, des systèmes d'irrigation et d'améliorer tout ce qui permet d'améliorer au global la santé, le bonheur, l'intérêt général de l'ensemble des gens de cette région. Ce plan, pour bâtir des nations, doit être amélioré par notre propre expérience et pourra devenir le critère pour la relation entre les États-Unis et les autres nations du monde qui, aujourd'hui, souffrent de ce mal de l'avidité, le cartel, les agressions et l'impérialisme. Donc il faut revenir à la tradition réelle américaine des pères fondateurs de Benjamin Franklin, John Quincy Adams, Abraham Lincoln, Franklin Delano Roosevelt.
Il y a une vraie tradition forte aux États-Unis qui va dans cette direction-là. Mais la question qui se pose, qui va financer ça? La question, combien ça coûte d'éviter l'extinction de la civilisation si on ne met pas en place ces projets? Voilà la question polémique qu'il faut répondre. Donc dans le paradigme actuel de la globalisation, de la mondialisation qui se désintègre, de manière qui se désintègre dans l'hyperinflation, on ne pourra pas financer ces projets-là. Donc on doit remplacer ce système par un système de crédit dans la tradition justement d'Alexander Hamilton, qui était le premier secrétaire au Trésor américain, et de mettre en place, de recréer une banque nationale. Et cette politique, on a eu écho de ça par le projet de refinancement et de reconstruction de Roosevelt, et en Allemagne, la banque de crédit, la Kreditanstalt, qui a permis le développement après-guerre. Et l'Allemagne, à l'époque, est passée d'un champ de betteraves en quelques années à ce qu'on appelait le miracle allemand, qui a été admiré encore un peu aujourd'hui dans le monde entier. Donc c'est un changement complet. Donc chaque nation participante doit créer une banque nationale qui lui donne des lignes de crédit pour ses projets clairement définis. Et ensuite, il doit y avoir un système d'accords multinationaux à long terme entre les gouvernements et des accords multinationaux, justement, qui représentent, qui orientent ce crédit. Ça va être du long terme, du faible taux d'intérêt, et ça va être entièrement déterminé par des critères d'économie physique. C'est-à-dire la maximisation du flux de densité énergétique. C'est-à-dire, par exemple, on ne va pas utiliser le pétrole, par exemple, pour le transport ou je ne sais pas quoi, mais pour des processus chimiques, par exemple. Donc, les investissements étrangers, on n'aura plus besoin puisqu'il y aura ce système de crédit qui fournira ce crédit justement pour la production physique de biens, production future de biens physiques. Très peu de gens comprennent ce concept de crédit, mais cette politique de ligne de crédit pour la production future doit être, si vous comparez justement avec le renflouement des dettes passées, c'est fondamental à comprendre. Dans cette période entre aujourd'hui, avec le nouveau congrès qui arrivera justement à l'année prochaine, que la chance existe aux États-Unis pour que le Glass-Steagall soit réimplémenté. Donc il y a une motion, par exemple, dans tout le pays, aux États-Unis, au Congrès américain, au Sénat, mais aussi dans les banques régionales, des républicains, des gens de Wall Street, des gens même de la City de Londres ont reconnu que tout ce qui est loi Volcker, la commission Vickers, la séparation des activités, ça ne fonctionne pas. Et c'est simplement une séparation totale des banques, comme l'avait fait Roosevelt, qui peut régler le problème. Donc si cela arrive, les banques commerciales, les banques de dépôt seront protégées. Et les banques d'affaires devront faire le ménage dans leurs propres comptes. Et sinon, ils n'auront pas accès, justement, aux lignes de crédit. Et ils ne seront plus renfloués par l'argent des citoyens. Et à mon avis, certaines de ces banques vont devoir déclarer faillite. Donc on a besoin de ce système de crédit parce qu'il n'y aura pas assez d'argent, finalement, de liquidité dans le monde pour que l'économie fonctionne. Et à ce moment-là, les lignes de crédit, justement, pour la production future, justement comparées à l'hyperinflation, les renflouements sans fin, et ça se mettra automatiquement en place. Donc ça revient à la tradition économique de Frédéric List. Justement, l'époque où on s'est beaucoup développé en Allemagne au XIXe siècle, avec Friedrich List, qui avait clairement fait la différence entre le système américain d'économie politique et le système britannique. Il a décrit le système britannique
comme défini sur le monétarisme, le libre-échange, c'est-à-dire acheter pas cher et vendre très cher, qui est le système actuel de le FMI, l'Organisation mondiale du commerce, toutes les institutions internationales, la Banque mondiale, qui vont en faillite. Le second système, qui est le système d'économie politique américain, est totalement différent. Il part de la supposition que la seule source de richesse est l'augmentation de la productivité de la force de travail. Et donc, il est dans l'intérêt de l'État de développer les puissances cognitives de ses citoyens de la manière la plus efficiente possible. Et si Henry C. Carey, qui était le conseiller économique de Lincoln à l'époque, qui a poussé cette tradition-là également, et il le dit sur le système d'économie politique américain, donc cette tradition-là, mais aussi quelque chose qui n'est pas très connu, mais George Bancroft, qui était l'ambassadeur américain en Allemagne à l'époque, et John Mostrop Lotley et Wilhelm von Karadoff, qui était le fondateur de l'industrie allemande, enfin d'une partie de l'industrie allemande. C'est sous cette influence-là que le chancelier Bismarck est devenu, finalement, il croyait justement dans le système de protectionnisme américain qu'il a découvert. Il est devenu justement il suivait la tradition de Carré et de Friedrich List, Bismarck. Et à la fin de la période de Bismarck et après, on s'est développé on est passé d'une économie qui était totalement féodale à une nation des plus industrialisées d'Europe à cause de ça. Parce que Bismarck a rejeté le libre-échange, a rejeté le monétarisme. Il est revenu à un système de protectionnisme d'État-nation souverain. Et la même chose a eu lieu avec la restauration de Meiji au Japon, par exemple. Le Japon était isolé depuis des siècles et des siècles et des siècles. Et ils étaient un peu coupés du monde à l'époque. Mais au milieu du XIXe siècle, quelques économistes ont voyagé en Allemagne, en Hollande, et ils sont entrés en contact avec les écrits de Henri Carré et de Friedrich List. Et sous la restauration de Meiji, en quelques années, aussi le Japon est devenu, à l'époque, une des nations les plus industrialisées du monde, très rapidement. L'industrialisation de la Russie, sous Sergueï Viteux, qui était également un défenseur de la tradition de Henri Carré. Donc c'est ce que je veux vous dire. Ça va complètement à l'encontre de la politique présente. Ça va totalement à l'encontre, justement, de ces projets dont on discutait dans les années 80, lancés justement par 1975. Et en opposition à ça, il y a eu le projet de la commission trilatérale pour organiser la désintégration contrôlée de l'économie. Voilà ce qu'on nous a proposé. L'idée, c'était de ne jamais autoriser le modèle japonais de se développer et d'empêcher la fusion du mercantilisme et du socialisme. Et si on n'arrête pas cette pensée coloniale en tant qu'espèce, nous n'allons pas survivre. Donc ce qu'on doit faire, c'est faire un saut conscient, un saut évolutif de l'ensemble de l'espèce humaine. Plutôt que de pleurer sur nos ressources soi-disant limitées et de développer son intérêt personnel, on doit repenser les buts communs de l'humanité. Et si le Moyen-Orient va dans cette direction-là, une autre région du monde où il y a des grandes menaces qui menacent la planète dans son ensemble, c'est le danger d'armes, justement, nucléaires qui seraient utilisées par l'OTAN et les États-Unis et ces boucliers antimissiles partout. Et M. Rogozin, il a proposé, lui, l'initiative de défense terrestre. Et M. Larouche et une équipe de scientifiques
ont développé justement cette tradition qui est dans la tradition de l'initiative de défense stratégique que nous avions proposée justement à la fin des années 70 et au début des années 80, qui était l'idée tout simplement de remplacer justement la politique de guerre thermonucléaire, justement la course à l'armement, basée sur une politique plutôt d'utiliser des nouvelles technologies pour faire un système de défense. Et le 23 mars 1983, c'est devenu la politique officielle des États-Unis, comme l'avait proposé Reagan, mais ça a été rejeté justement par la politique russe, par les Russes à l'époque, pensant que c'était pas sérieux. Alors que Reagan l'a proposé 2 fois. Une coopération avec la Russie sur la base de ces nouveaux principes physiques pour le développement de l'économie civile. Et malheureusement, la Russie n'a pas, puisqu'à l'époque le modèle russe ne fonctionnait pas. Mais M. Larouche a dit ils sont accrochés à rejeter cette politique. Et M. Larouche avait dit s'ils rejettent la politique, de toute façon, ils vont s'écrouler. Et personne ne le croyait, mais bon, on sait que 5 ans plus tard, en 1989, l'Union soviétique s'est bel et bien effondrée car ils avaient rejeté ces propositions. Donc aujourd'hui, M. Larouche avec son équipe de scientifiques ont justement développé ce concept de développer une protection de la planète, pas simplement des missiles thermonucléaires, mais aussi du danger grandissant de l'impact d'astéroïdes et de comètes sur la planète Terre. Parce qu'aujourd'hui, l'humanité n'a pas des technologies à disposition pour éviter ce type d'attaque. On sait faire de plus en plus face à des éruptions volcaniques, des séismes, on peut les prévoir, mais ça, c'est plus difficile. Donc la survie de l'ensemble de l'espèce humaine va dépendre de notre capacité à contrôler ces processus qui nous environnent. Rien que cette année, 2 petits astéroïdes sont passés très très près de la Terre, à quelques 14 000 km, ce qui est très très près. Alors ils ont des noms 2012, RT, donc c'est des tonnes et des tonnes des astéroïdes qui font des tonnes, qui passent très très près de la Terre, relativement près. Et on sait que d'ici quelques années, il y en a qui vont passer très près. Mais on a des satellites qui les surveillent, mais on ne sait pas encore s'ils vont toucher la Terre. Mais il y a des pierres, des cailloux encore plus grands. En 2023 et en 2028, on sait que ce genre de cailloux vont passer très près de la Terre. En 2040, il pourrait y avoir un impact d'astéroïdes qui ferait des kilomètres de diamètre et qui pourrait amener la destruction d'une ville comme une ville moyenne, par exemple, détruire la moitié d'une ville. Vous imaginez un objet de 10 km de diamètre. Donc ça crée justement des cratères de centaines de kilomètres quand ça arrive sur Terre. Et si on regarde dans la province de Yucatan au Mexique, on a déjà ce genre de choses qui sont déjà arrivées. Donc ces impacts-là peuvent, ça a causé la fin des dinosaures, on le sait, mais pas simplement ça, de 90% de toutes les espèces vivantes de l'époque. Et le plus grand impact qui a eu lieu, c'était en Sibérie en 1908. C'était simplement un petit objet de quelques mètres de diamètre, quelques dizaines de mètres de diamètre, mais il a créé un cratère qui est plus grand que la ville de New York. La grande New York et sa banlieue. Et si on pouvait voir l'image, on voit justement la taille des astéroïdes en mètres, avec l'énergie qui est dégagée quand ils touchent la Terre, et l'impact que ça a ensuite par rapport à d'autres événements. Donc vous avez, si par exemple vous avez la taille qui fait 10 000 mètres, on a l'espèce humaine qui disparaît. Et si on voit le suivant, s'il vous plaît. Et là, vous voyez justement, il y a
On connaît qu'un petit nombre de ces astéroïdes et qu'on peut voir, mais il y en a plein. On sait qu'ils sont là, mais on ne peut pas les voir. Aujourd'hui, on n'a pas les moyens de les voir venir. Donc, il n'y a pas de méthode de se protéger, de protéger notre planète Terre contre ces astéroïdes. Et eux, ils ne respectent pas l'espace Schengen, les astéroïdes, malheureusement. Donc, il faut faire une coopération internationale pour défendre l'humanité contre de telles menaces. Donc, on aura cet après-midi la chance d'avoir un des participants du projet IGMAS, de la conférence qui avait lieu en Ukraine en septembre dernier, justement pour développer un système de gestion et de contrôle de ce type d'objets dans l'univers pour protéger la Terre. Et on a vu avec Fukushima, si vous vous rappelez, le 11 mars 2011, il y a eu des tsunamis, il y a eu les éruptions volcaniques, on n'était pas prêt à ça. Donc plutôt que de sortir du nucléaire sans avoir d'énergie pour la remplacer et d'aller dans l'utopie de la décarbonisation de l'économie mondiale, qui est la formulation utilisée par l'Institut Potsdam de recherche climatique, et en particulier M. Schnell-Huber, qui est un agent de l'Empire britannique, la décarbonisation de l'économie mondiale, ce qui veut dire, sortir du nucléaire, du gaz, du pétrole, etc., etc. Ça veut dire simplement on pourra vivre à 1 milliard d'êtres humains, c'est tout. Donc, contrairement à cette politique malsaine allemande, beaucoup de pays dans le monde sont en train d'augmenter leurs investissements dans la recherche, justement dans l'étude des précurseurs sismiques, prévoir les éruptions volcaniques, prévoir les tremblements de terre, contrôler les climats extrêmes pour prévenir les grands incendies ou les inondations. Donc il y a beaucoup de choses qui sont aujourd'hui investies dans ces sciences-là. Par exemple, des anomalies dans la gravitation, des changements dans la ionosphère, des excès de gaz, des éruptions de gaz justement de la croûte terrestre, des instabilités de la rotation de la Terre. Donc tout ça sont des critères qui ont des conséquences géophysiques en fait qu'on peut étudier pour prévenir ce type de catastrophe. Donc on a besoin d'un système intégré de mise de détection de ces dangers-là. Voilà. Et le prochain voyage de l'humanité devra également, c'est le voyage humain dans l'espace, pour les mêmes raisons en fait. Comme disait Krafft Ericke, qui a participé au projet Apollo, il appelait ça l'impératif extraterrestre de l'humanité. Et il avait ce projet très très beau, en fait, de montrer comment l'évolution, comment elle se développe justement, la vie qui sort de l'océan, qui gagne la Terre avec la photosynthèse, et après l'homme qui débarque. Et contrôle tous ces processus-là. Après, il développe les infrastructures. L'homme commence à construire des routes, des canaux. Il conquiert l'intérieur des terres. Il invente les chemins de fer. Il était capable de voyager sur tous les continents. Mais on voit qu'il y a encore beaucoup d'infrastructures qui manquent dans toute région comme le Moyen-Orient. Et lui, il était convaincu, Krafft Ericke, que l'étape suivante de l'évolution humaine, c'était la colonisation de l'espace. Et surtout les voyages de l'homme dans l'espace. Donc d'abord la Lune, évidemment, d'abord Mars, mais après plus loin, au-delà. Avec le Curiosity, comme vous l'avez pu le voir, qui s'est posé sur Mars il y a quelques mois de cela. On a un avant-goût justement de la capacité de l'humanité à relever ce défi. Avec simplement 14 minutes de délai, c'est le temps qui est nécessaire pour que le signal aille de Mars
jusqu'à la planète Terre, on a quasiment nos sens sur Mars. Il parle, on voit, on fait des expériences avec les lasers, on fait des enquêtes sur comment fonctionne la physique sur place. Single RF, you remain strong. Tango Delta nominal. Yeah. UDOCOM configured. Rim you stable. On ne voit rien. Rim you stable. On entend parler. UHF is good. On les entend crier. Touchdown confirmed. We're safe on live. On peut imaginer Mars. Curiosity vient d'atterrir. Voilà. Donc on voit en fait, parce que les expériences que fait ce robot, et ça crée l'optimisme, qui n'existait pas depuis le projet Apollo, justement. Et si vous demandiez aux jeunes de l'époque, mais qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Ils disaient, moi je veux devenir astronaute, cosmonaute. Je veux développer ces choses-là, moi. Et ça peut être remis sur la table grâce à ce petit robot. Donc l'espèce humaine est la seule espèce, d'ailleurs, capable de découvrir des nouveaux principes physiques universels. Des principes physiques universels dans la science, dans l'art classique. Et la vérité n'est pas, justement, ne se trouve pas dans ce qu'on appelle l'expérience sensorielle, mais dans le processus du progrès dans la connaissance de ces principes. Ce qui permet à l'homme de constamment développer ce projet, c'est sa capacité naturelle de créativité. Et Nicolas de Cuse, le grand philosophe du XVe siècle, appelait ça la créativité vivante, la puissance créatrice de l'espèce humaine. Il découvre ces nouveaux principes qui correspondent aux vraies lois, en fait, physiques de l'univers. Et ensuite, il améliore même la biosphère par l'intervention de la noosphère, comme l'a déterminé Vladimir Vernadsky. Et que l'homme puisse découvrir ces principes est la preuve même qu'il y a une cohérence entre les lois légitimes de l'esprit humain et les lois de la création de l'univers physique. Que des idées immatérielles, des hypothèses, des pensées amènent à changer et à améliorer l'univers physique, ça prouve qu'il y a bien une cohérence entre les deux. Ça s'appelle la loi naturelle. Et on ne peut pas la violer, cette loi naturelle. C'est pas possible. Bon, on peut le faire, si, pendant quelques instants, quelques temps, mais pas indéfiniment. Mais si vous les violez trop longtemps, les lois vont retomber dessus. Et on arrive à un point, justement, où le continuer de violer les lois de l'univers, comme on le fait, de ne pas appliquer cette créativité comme base même de notre vie quotidienne, devient une menace. Donc on a un test moral pour l'ensemble de l'humanité. Est-ce qu'on est suffisamment humain pour éviter cette extinction qui nous menace par guerre thermonucléaire et sommes-nous capables de répondre d'une manière positive? Et je dois finir mon discours sans notes. On est testé. Avons-nous assez de gens qui travaillent ensemble pour un plan qui montre clairement une voie de sortie? Est-ce que vous pouvez nous aider, être partie intégrante de cette mobilisation pour convaincre les gouvernements du monde d'abandonner leur conception géopolitique de confrontation permanente et de faire les changements nécessaires pour garantir la survie de l'espèce humaine? Je sais que c'est possible. Je sais que l'esprit humain est tout à fait capable de faire ce saut. Penser ces choses dans l'imagination, comme un grand compositeur, un grand poète, un grand artiste, de l'imaginer et de le réaliser. Et faire coopérer les gens sages de cette planète, que ce soit scientifiques, artistes,
pour un but commun, pour la survie de l'espèce humaine. Je ne veux pas... Le danger est réel. Il est gigantesque. Et je pense, si les gens savaient à quel point nous sommes si proches de cette guerre thermonucléaire, ils ne dormiraient pas. Et je ne veux pas que vous sortiez de cette conférence et allez vous coucher. Je veux que vous soyez sortis de cette conférence en colère et inquiets, parce que c'est simplement ça qui vous donnera l'énergie de nous aider pour essayer de changer ça. Et pourquoi je suis optimiste, quoi qu'il arrive, et malgré cela, c'est que si vous voyez un homme du Moyen-Âge voulait faire voir la photo de Curiosity, il aurait dit « Ouh, t'es malade, ça n'existe pas ce truc ». C'était il y a quelques milliers d'années, hein. Même pas quelques milliers d'années. Donc si on fait ce type de projet, qu'on remet la raison au centre de la politique internationale, un plateau de coopération entre les nations, alors je pense, et si vous imaginez où sera l'humanité dans 1000 ans, imaginez dans 1000 ans ce que sera l'humanité. L'humanité peut être plus développée comme la comparaison entre le Moyen-Âge et aujourd'hui.